Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va faire un petit récap de la Ligue des Champions. On va commencer directement avec le Paris Saint-Germain qui a perdu ce match contre le Sporting. C'est dommage pour eux, bon moi en tant que Marseille je vais pas me plaindre, mais c'était vraiment le moment pour eux de gagner, de prendre un peu plus de l'avance derrière. Parce que là déjà le Sporting Portugal du coup ils sont 6e, juste derrière le Paris Saint-Germain 5e. Et là, derrière eux, ça peut monter au-dessus d'eux. Ils ont eu de la chance que City n'ont pas gagné leur match. Parce que City les aurait dépassés. Atalanta aurait pu. L'Inter aurait pu aussi. Donc voilà, il y a plusieurs clubs qui auraient pu les dépasser. Et demain, il y aura des matchs de l'Atlético Madrid, Liverpool. Bon, moi j'espère qu'ils vont perdre. Mais c'est pas impossible qu'ils gagnent et qu'ils vont donc dépasser le PSG qui va pouvoir sortir du top 8. Du coup, c'est mal fait pour eux. Et le Sporting, eux, ils sont qualifiés. Ils peuvent se battre peut-être pour le top 8. Je sais pas contre qui ils jouent, hein. Dites-le moi en commentaire contre qui ils vont jouer leur dernier match. Deuxième match, on a Inter Milan-Arsenal. Alors moi, de tous les matchs, j'ai vu la première mi-temps de Monaco-Real. C'est tout, j'ai pas vu... j'ai vu un petit bout de match aussi de Arsenal-Inter. Mais Arsenal qui font vraiment le taf contre les équipes européennes. Ils font un perfect. 7 matchs, 7 victoires. Ils ont encaissé 2 buts, ils en ont mis 20. Donc c'est incroyable. Est-ce que ça va faire comme Liverpool où l'année dernière ils ont roulé sur tout le monde dès les phases de poule et après ils ont perdu dès les huitièmes parce qu'ils sont tombés sur une équipe forte qui était dans les playoffs. Donc à voir, même si je pense que Arsenal c'est meilleur que Liverpool de l'année dernière là parce que c'est tellement solide. Et maintenant à voir s'ils vont pouvoir se concentrer 100% et sur la Première Ligue et sur la Ligue des Champions et qu'ils vont pas délaisser un des deux pour et choisir par exemple d'aller à fond sur la Première Ligue et de délaisser la Champions League. Prochain match, Manchester City, Bodo Glimt. Alors là, j'y étais pas prêt du tout. Et j'ai vu un bout de match aussi. Et j'étais surpris que le Bodo Glimt était assez haut, pressing, etc. C'est un des premiers matchs que je vois d'eux. Et du coup, là, ils vont pouvoir jouer leur qualification dans leur prochain match. Pareil, je sais pas contre qui ils vont jouer. Mais là, actuellement, ils sont 27e avec 6 points. Donc, s'ils gagnent, c'est pas sûr. Ça va peut-être se jouer au goal average. Mais ça serait beau qu'ils se qualifient. Et Manchester City qui reste malgré tout dans le top 8. Ils sont top 7, mais je pense qu'ils vont quand même perdre une ou deux places. Parce que là, il y a tellement d'équipes derrière. Déjà, si l'OM ou Liverpool gagne, un des deux le dépassera. Newcastle, ils vont jouer contre PSV. Ouais, du coup, ils vont sûrement descendre hors top 8. Et le PSG va sûrement être 8e, 9e, comme ça, à la limite. Et le PSG va jouer contre Newcastle à la dernière journée. Donc, ils ont un peu le destin entre leurs pieds, mais pas à 100% non plus. Donc on verra comment ça va se passer. Dernier match, Real Madrid-Monaco. Real Madrid qu'ils ont complètement roulé sur Monaco. 6-1, c'est vraiment une gifle, une fessée. Le Real Madrid qui a malgré tout quand même bien joué, j'étais surpris. J'ai l'impression que la technique d'Arbeloa de donner full confiance aux joueurs, de les laisser défendre un peu bas, non plus pas trop de pressing, les joueurs veulent le rendre en quelque sorte. Genre, ils les laissent un peu jouer comme ils veulent presque. Pas de grandes tactiques, pas de grandes complications. Je leur dis kiffer sur le terrain. Et ils le rendent en manière de courir beaucoup. Parce qu'après le 2-0, j'ai vu qu'en fait, Monaco ont commencé l'engagement. Et sur un joueur monégasque, j'ai vu d'un coup 5 Madrilènes qui l'ont foncé dessus. Ils ont récupéré un bon ballon. Bon, il n'y a pas eu but après ça. Mais j'ai l'impression qu'ils aiment Arbeloa et que ça peut peut-être régler des problèmes parce que les individualités au Real, ils sont incroyables. Et s'ils arrivent à bien s'entendre entre eux, à bien jouer entre eux, même s'il n'y a pas de grande tactique, ça peut faire très mal. Le Real actuellement au classement, ils sont deuxième. Le Bayern n'a pas encore joué, ils sont égalité de points avec eux. Les deux ont plus 11 au goal average. Donc voilà, sûrement que le Bayern va gagner son match. Et le Monaco, qui est actuellement 20e, ils sont descendus d'une seule place. Mais derrière, il y a le PSV, il y a Olympiakos, il y a beaucoup de clubs qui resserrent un peu doucement. Il y a plusieurs équipes à 9 points. Monaco, dont l'OM. Et Marseille, c'est l'équipe avec le plus de goal average dans toutes les équipes avec 9 points. Et Monaco, c'est la pire avec un -6 de goal average. Donc ils sont 20e, même s'ils ont 9 points. Et nous, on est 16e, même si on a 9 points. Maintenant, regardez, j'ai vu cette statistique de Datascout qui montre un peu Timber qui arrive officiellement à l'OM.
par rapport aux autres joueurs de l'OM comme Højbjerg et Vermeuren, on voit que il est beaucoup plus dans les passes décisives et dans les buts, même si Højbjerg dans les buts c'est assez bon. Donc on voit que dans les passes décisives, il surclasse Højbjerg et Vermeuren. Dans les interceptions, il n'est pas dégueu. Vermeuren, c'est vraiment une pépite pour l'OM dans la récupération. Tous les ballons qu'il récupère, ça fait du bien. Et Højbjerg, pareil, dans les duels aussi, il est très bon à la récupération. Timber est un peu en dessous de ça, mais c'est pas dégueu. Dans les duels offensifs gagnés, bah, il y a Vermeuren en premier, Timber, puis Højbjerg qui est pas non plus hyper offensif. Dans les duels aériens gagnés, là on voit du Højbjerg, Vermeuren et en dernier Timber qui est pas très bon dans ce domaine-là. Par contre, là on va plus dans les trucs offensifs. On voit dans les courses progressives, Timber les surclasse les deux. Dans les duels offensifs gagnés et dans les dribbles réussis et dans les passes vers l'avant, il les surclasse. Donc c'est vraiment un milieu qui a peut-être plus de créativité, qui n'est pas dégueu non plus à la récupération. Donc ça peut vraiment aider si on a un trou ou un blessé en 8. Et il pourra jouer aussi en 10. Donc on verra comment De Zerbi va le placer. Maintenant j'ai encore une stat. Timber par rapport à chaque milieu moyen je sais pas le dire, je vais pas me mettre dedans, mais on voit qu'il est bien au-dessus de toute la ligue, la ligue des Pays-Bas, parce que je vais pas dire encore ce prénom bien compliqué. Par contre, dans les stats où il est un peu en dessous ou même égalité à chaque milieu moyen d'Eredivisie, c'est dans les interceptions, on a dit qu'il est un peu moins bon, et dans les passes réceptionnées, il est exactement comme tout le monde. Par contre, dans les duels offensifs, dribbles et, et buts et occasions de but et les créations d'occasions, là, il surclasse tout le monde. Dans les duels défensifs, il est quand même un peu en dessus, donc ça va. Il a vraiment ce côté offensif au-dessus du lot, en tout cas, des Pays-Bas. Et donc, c'est vraiment un milieu qui est là pour compléter numéro 10 et qui, je pense, va pas beaucoup jouer à ce poste-là. Mais s'il y a un trou, il pourra compléter en numéro 8. Maintenant, on va parler un peu plus d'Ethan Nwaneri, qui est vraiment ce milieu offensif et ailier droit même. Il a plus joué ailier droit que milieu offensif. Donc, il n'y a pas énormément de stats sur lui. Je mets encore quelques images. Il est gaucher, 1m76. Il est dans l'équipe nationale espoir de l'Angleterre. On voit ses postes préférés, c'est un peu tous les postes offensifs. Même si vraiment une préférence sur ailier droit, milieu offensif et même peut-être buteur si vraiment il doit dépanner. On voit que dans le pressing, etc., c'est pas non plus le meilleur. Action défensive réussie. Par contre, dans les trucs offensifs, pareil, on a pris deux joueurs qui vont vraiment offensifs parce qu'à la récupération et physiquement, on a du Kondogbia, on a du Vermeuren, on a du Højbjerg. Il nous fallait un peu cette touche de créativité qui manquait à l'OM. Donc là, on a dans les centres réussis, dans les tirs cadrés, c'est vraiment bien. Et après, c'est vraiment un talent. Donc on n'a pas beaucoup de stats sur lui. Et on verra vraiment comment il va évoluer. Et peut-être dans 1 ou 2 ans, on pourra avoir plein de stats sur lui, même si je pense qu'il ne jouera plus à l'OM d'ici là. À ses matchs, il joue plein de bouts de match. Il est à 7 buts et une passe décisive en 2024-2025, sachant qu'il a eu une 10 titularisations à peu près. Et il a dû sortir assez tôt quand même. Il a une valeur marchande de 30 millions et on va l'avoir, nous, en prêt payant de 5 millions si je ne me trompe pas. Je ne peux pas vous dire à 100% qu'il va réussir à l'OM, mais c'est pas non plus un pari hyper risqué parce qu'il a prouvé un minimum à Arsenal qu'il n'est pas dégueu. Mais comment tu peux concurrencer des mecs comme Madueke, Eze et tous les joueurs qui sont venus à Arsenal cet été à son poste? Du coup, il ne pouvait pas vraiment faire la concurrence avec un mec un peu comme Saliba qui va venir pour là, une demi-saison en espérant qu'il va déployer son plein potentiel pour pouvoir nous aider. Maintenant, on va passer sur ma compo que j'aimerais voir pour OM Liverpool, qui est aujourd'hui un match très important. Je l'ai mis déjà dans ma vidéo. On a roulé au cage Balerdi et Medina, parce que je ne fais pas confiance encore à Pavard, qui joue de moins en moins. Et sur un match comme ça, avec la pression Vélodrome, je ne le sens pas. Et je sens peut-être Medina plus à fond dans le match, en espérant qu'il ne fera pas de faute bête comme Vermeuren l'a fait contre Nantes, parce qu'il était à fond dans le match. Maintenant, à droite, je mets bien sûr Weah. Je vais vraiment mettre l'équipe type. Pas une équipe un peu changée comme De Zerbi a fait face à Angers où il a mis Weah les droits et Murillo aux défenseurs. Non, je veux vraiment des certitudes pour ce match qui est très important pour l'OM et pour sa qualification. Donc Emerson à gauche, Højbjerg, Kondogbia
au milieu de terrain, en espérant qu'on va se prendre le moins de buts possible avec ces deux milieux de terrain qui sont assez solides. Traoré à la création en 10, Peshao et Mason Greenwood sur les ailes, et bien sûr Gouiri en pointe parce que je ne fais pas confiance à Aubameyang pour l'instant. J'espère qu'il va, on va dire, se réveiller et qu'il va nous prouver qu'il peut revenir au extrêmement haut niveau, parce que là en ce moment c'est un peu décevant même à la finition, donc on verra comment ça va se passer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'était là.